Luc, le président Trump, évidemment, ne lâche jamais le Canada. Hein. C'est comme vraiment presque une obsession. On va dire comme les anglophones, on vit dans sa tête gratuitement, ce pauvre Donald. Il y avait toujours une petite place pour le Canada au creux de son esprit. Dans un discours qu'il prononçait hier, il a dit que le Canada était un pays très nasty, très méchant, très désagréable, difficile à traduire précisément. Est-ce que nous sommes un peuple nasty, Luc La Liberté? Je sais pas, mais tu es un animateur nasty parce que je suis sympathisant de Florence dans cette histoire de susurrer des chansons d'hiver et de Noël en plein mois d'août. Alors, Donc, lancez-moi pas, là. Je vais demander à Noël Lepage, à la mise en ligne, de mettre C'est l'hiver si vous arrêtez pas là, avec ça. Mais blague à part, le président donc s'en je prend referme. encore au Canada. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Effectivement, et ça fait partie du bruit parfois qu'il faut savoir ignorer. L'échéance approche pour le mois d'août, juste avant, c'est ce fameux tarif de 50%. Donald Trump, il va souvent, parfois il ne fait que japper, parfois il mord, on le sait. Et au risque de me mettre des gens qui n'aiment pas Mark Carney à dos, j'ai aimé l'attitude de Mark Carney. D'abord, il l'a, en très mauvais français, trollé un peu, en disant lors d'une conférence de presse, quand son micro ne marchait pas, il dit, il y en a qui trouvent que c'est un complot contre eux, et il référait à Donald Trump quand l'ascenseur ne fonctionne pas ou que le micro ne fonctionne pas. Ce n'est pas mon cas. Il lui a retourné une blagounette gentille. Sinon, il a été tout en retenue dans son message parce qu'il se laisse, je pense, des options sur la table. Si on faisait le tour au Canada, aux États-Unis, Francis, ceux qui connaissent le Canada ou qui se préoccupent du Canada ont le préjugé inverse favorable. Mais qu'est-ce que nous sommes gentils en général, les Ben Canadiens ouais. ou les Québécois? Parce qu'il y en a aux États-Unis qui nous connaissent suffisamment pour faire la distinction entre le Québec et le Canada. Mais donc, que ce soit sur la scène internationale ou aux États-Unis, nous sommes finalement, pour les Américains, en général dans la population, le bon voisin. Donc, c'était une nouvelle fois une attaque gratuite. C'est une façon d'ajouter un peu de pression sur le gouvernement actuel. Et Mark Carney, contrairement à Justin Trudeau, répond un peu moins ou répond à la manière Carney. Donc, on va y aller d'une blague ou d'un message un peu plus subtil déposé à gauche ou à droite. Puis ensuite, on fait preuve de patience et on garde des cartes sur la table. Je ne Hmm. pense pas, au moment où nous en sommes, que ce serait habile de la part de Mark Carney que d'y aller, par exemple, d'une menace pour l'énergie, pour le pétrole, par exemple. Ce sont des options qu'on retient, qu'on jouerait. C'est en quelque sorte l'équivalent de l'option nucléaire pour le Ouais. Canada. Mais on n'est pas prêt à dégainer aussitôt, surtout qu'on continue de se parler. On parle de tarifs réciproques, par exemple, entre les négociateurs américains et canadiens. Donc, je pense que Mark Carney a eu cette fois-là l'approche qui était beaucoup plus soft. Donc, on joue la patience et les gens vont remarquer sans doute qu'on joue à moyen terme du côté du Canada sur de nouveaux partenariats, de nouvelles ententes, sans qu'on puisse imaginer se passer les États-Unis un jour. Il y a une façon de réduire cette dépendance très importante que nous avons à l'endroit de notre voisin. Je voulais un peu t'entendre parce que Donald Trump prononce donc ça. Ça se veut, je pense, comme une blague. En tout cas, les gens dans la salle ont ri là, quand on écoute la Ah, clip là, de Nasty. D'ailleurs, on peut peut-être y aller. Là, je pense qu'on oui, l'a en régie. Hey, everybody, but Canada, Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. People, I love the people, but they're nasty. Tu sais, avec la catastrophe du souper des correspondants, là, on voit que Donald Trump, il s'essaye à de nouvelles blagounettes. Là. Clairement, c'est pas son plus grand talent. Mais, tu sais, les gens rient. Tu sais, entre nous, Luc, je sais pas à qui il parle, tu sais, quand il dit des trucs comme ça. Je veux dire, non. est-ce qu'il y a vraiment des gens aux États-Unis qui sont ah oui, les Canadiens, quels enculés ceux-là. Tu sais, c'est comme, mais là, y a-tu quelqu'un dans le monde qui, comme quand il pense Canada, il pense nasty people? Il y a bien des peuples nasty, là, je vais pas commencer à faire la liste, mais il me semble qu'on est Ouais. comme pas mal à la fin du classement. Est-ce qu'il pense qu'à répéter des affaires de même, il va convaincre une gang de zoufs que c'est vraiment le cas? Je veux dire, franchement, les gens, ils nous voient comme des niais au pire. C'est presque l'extrême Ouais. opposé du nastiness, c'est la niaiserie. Là, le Canadien, il est bonasse, il parle avec un accent un peu drôle, il travaille moyen, les portes débarrées. Là, tu vois ce que je veux dire? En quoi, Ouais. à qui parle Donald Trump quand il dit quelque chose comme ça?
Ben, les gens savent qu'ils exagèrent et je ne me souviens pas, que ce soit en parlant à des politiciens aux États-Unis ou en discutant avec des Américains dans des programmes d'échange ou comme touristes, je me souviens pas avoir entendu parler quelqu'un du Canada de cette manière-là. Mais par contre, ce que je sais, quand tu demandes précisément à qui parle-t-il, je sais qu'il y a des gens qui, sans même avoir voté pour Donald Trump, aiment le ton qu'il utilise face au Canada parce que c'est de la politique brutale. Donc, on a laissé de côté littéralement la diplomatie. Il s'agit d'entendre celui qui devrait être le premier diplomate ici, Hoekstra, qui est l'ambassadeur. C'est Ouais. tout sauf un diplomate, le type. C'est un porte-parole du président, mais ce n'est pas un diplomate, pas au sens traditionnel du terme. Et on aime ce discours ferme en disant, hey, on est les plus forts, nous sommes les plus gros et les plus puissants, puis que le Canada reste à sa place. Ça, j'ai entendu cette variante-là du discours. C'est peut-être un peu plus enrobé, les termes sont plus polis, c'est moins exagéré, mais ça correspond finalement au genre de politique que Donald Trump propose. Il le propose à la Trump de manière très brutale, puis assurément, c'est que la main de fer, puis on a sacré à bout de bras le gant de velours. Ouais. Mais donc, il y a des gens qui se reconnaissent dans un discours très, très, très ferme. On est les plus forts, emportons-le. C'est quand même un peu particulier tout ça. Bref, comme Ouais. tu le dis, Mark Carney a répondu aujourd'hui en direct de Saguenay où il commentait notamment la situation tarifaire là, en lien avec l'aluminium, évidemment, qui est très forte, le bois d'œuvre, Voilà. etc. Rappelons d'ailleurs qu'il y a une élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord et donc ce sera Ouais. évidemment intéressant de suivre tout ça. On va d'ailleurs avoir la candidate bloquiste un peu plus tard à l'émission. Anthony Fauci, celui qui était le directeur de santé publique, là, un peu l'équivalent aux États-Unis pendant la pandémie, bon, est aussi encore au cœur de l'actualité. On en a parlé Ouais. il y a quelques jours. Il a été convoqué, il a invoqué le cinquième amendement. C'est une partie de la Constitution qui permet de ne pas répondre à des questions Ouais. pour ne pas s'incriminer. Il est maintenant visé par une procédure d'outrage au Congrès. Est-ce que c'est vraiment une quête de vérité ou encore un règlement de compte là, auquel on assiste actuellement, Luc? On va envelopper ça dans la quête de vérité, mais ce n'est pas en procédant de cette manière qu'on va y parvenir. Pour tous ceux qu'on associe à des complotistes ou à des scientifiques qui veulent en savoir plus, des leçons à tirer, par exemple, de cet épisode qui a laissé des marques chez à peu près tout le monde, euh, on ne trouvera pas de réponse de la façon dont on procède actuellement. Donc, on va envelopper ça dans une quête de vérité. Hmm. Pour les nerds de politique comme moi, ce qu'ont fait les républicains, ce qu'on a annoncé ce matin, ça rend la chose doublement ou triplement intéressante parce que là, on laisse presque la COVID de côté pour discuter du cinquième amendement. Parce que ce qu'on a fait ce matin, c'est le comité qui est dirigé par des républicains. C'était un vote partisan, 8 contre 7. Le comité a dit, on recommande au Sénat de voter là-dessus, donc de voter sur l'outrage au Congrès. Il y a donc une voix qui va se jouer au Sénat, donc au Congrès, et c'est pas certain que les républicains vont l'emporter, parce que les démocrates ont des options techniques, mais pour bloquer la tenue du vote. Et c'est là où Rand Paul pousse ça plus loin, et où là, je relis mes notes de cours. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire, lui, c'est envoyer ça directement entre les mains du département de la justice pour qu'on poursuive Anthony Fauci. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas clair selon la loi, c'est si on est obligé de répondre à des questions quand on jouit d'une grâce présidentielle. C'est ce dont nous avons discuté la semaine dernière, puis les républicains reviennent à la charge avec ça en disant, écoutez, vous avez l'immunité. Vous ne devriez pas pouvoir invoquer le cinquième. On considère même que ce n'est pas constitutionnel. Mais il n'y a pas unanimité sur la question. Ouais. Donc, ça devient finalement ce qui était au début la pandémie, la COVID, qui est une belle diversion en passant pour les républicains de ne pas parler du dossier Epstein, de l'Iran, du coût de la vie. Donc, en tout cas, il y a une partie des médias qui font ce que nous faisons présentement. Ben, Ça va donc devenir un ouais. débat juridique autour de l'interprétation du cinquième amendement. Mais c'est Ce que je comme, trouve c'était ça ma fascinant. question pour Oui. toi, Luc, c'est comme, pourquoi? Tu sais, et tu Ouais. viens très bien de résumer, en fait,
il y a toutes ces choses qui sont cassées dans la société américaine. Puis c'est pas juste de dire on veut faire diversion, mais c'est comme à un moment donné, les Américains, il y a des élections qui s'en viennent. Là, les Américains, ils vont voter sur la capacité des partis de répondre aux enjeux de coût de la vie, de prix de l'énergie, de vision de développement économique. Et là, on est là à engloutir des ressources, du temps, mobiliser la justice autour d'une vieille histoire sans aucune importance. Je veux dire, à la limite, OK, il est coupable, mais ça fait 6 ans, les guys, là, comme c'est OK, là, les antivax. Là. On peut-tu comme regarder vers le futur, puis construire une société, puis s'enrichir? Je sais pas. Il y a deux choses, Francis, sans cesse le passé. Excuse-moi. Il y a l'aspect diversion, mais de l'autre côté, c'est une belle façon de galvaniser ta base. Donc, dans la base de Donald Trump, parmi ce groupe de MAGA, de fidèles, loyaux, qu'on croyait être une base indéfectible, totalement loyale, il y a un léger effritement du côté de cette base-là. Puis on est revenu souvent en mentionnant, les derniers sondages montrent que les démocrates sont plus mobilisés que les républicains, ce qui est très rare en passant. C'est une exception. Les républicains excellent pour mobiliser et faire sortir le vote. Mais parce que les démocrates parlent de coût de la vie, puis tu comprends, c'est pas si compliqué. Ouais. Là. It's the economy stupid, disait l'autre. Là, à un moment donné, là, Fauci, Simonac. Je t'avoue, juste sur le plan stratégique, je comprends pas qui se réveille le matin et dit « Hey guys, nous, là, tout notre temps, notre énergie, on va mobiliser toutes nos forces vives, puis on va parler d'une vieille affaire de 6 ans qu'il est peut-être un peu coupable. Puis hey, le 5e amendement, on pourrait-tu plus s'en foutre des considérations constitutionnelles des républicains? Écoute, je t'avoue que je comprends pas pour de vrai. On se gardera ça pour une autre chronique, mais Tucker Carlson était sur le point hier et il s'est arrêté avant de lancer une nouvelle formation politique. Et ce que tu dis, il le met, lui, dans sa plateforme. Donc, ce que ça vient démontrer, c'est qu'il y a des gens qui ont décroché de Donald Trump. Le nombre exact, écoute, bien malin qui peut le deviner, on n'a pas de sondage très clair là-dessus. Mais si la base MAGA s'effrite, Donald Trump doit la mobiliser, mais sans cette base MAGA, pour le Parti républicain qui se range encore presque à 100% derrière Trump, je parle des élus et des candidats, écoute, si on parle le noyau MAGA, Donald Trump nous sert beaucoup moins qu'il nous servait avant. On va vivre ou périr avec Donald Trump. Ouais. Et c'est là parfois où un sujet comme celui dont on est en train de discuter, la pandémie, le rôle de Fauci, la transparence du système, de l'État, des politiciens, il espère fort probablement, Trump lui-même, aller chercher un petit peu de mobilisation avec ça. Ça reste quand même, en tout cas, j'ai pas tous les chiffres au bout des doigts, Luc, mais il me semble que la base MAGA, c'est peut-être un genre de 25% de l'électorat, mais il y a l'autre gang de républicains qui sont des gens normaux, là, qui veulent juste une économie déréglementée, un peu moins d'impôts, une genre de droite conservatrice normale. Puis pour ces gens-là, ce parage-là, ça ne répond aucunement à des préoccupations réelles du quotidien. Je ne pense pas. Je ne pense pas, effectivement, quand on regarde les républicains, appelons-les un peu plus mous dans les circonstances, ceux qui auraient des doutes ou qui sont insatisfaits, mais surtout les indépendants. Si on regarde les États pivots puis qu'on regarde les courses serrées à venir entre républicains et démocrates, est-ce qu'on va convaincre des indépendants de voter républicain parce qu'Anthony Fauci a été... on a dit qu'on devait invoquer contre lui l'outrage au Congrès? Pas certain que ce soit ça qui soit, en très mauvais français, c'est pas dans la langue de Molière, winner. Rappelons d'ailleurs que M. Fauci a 85 ans actuellement, rendu là, honnêtement. C'est juste de l'acharnement. Je termine vite. Il y a Pete Hegseth là, qui était en rencontre avec le président ces derniers jours. Il y a toute la question des munitions là, américaines. Puis, par munitions, on entend là, différents systèmes, mais carrément aussi les munitions pour les avions, pour les différents lance-missiles, qui seraient à des niveaux historiquement faibles. Pete Hegseth a manifestement tenté de faire dévier la critique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la relation déjà entre le président et son homme de confiance, puis entre l'entourage de ce dernier? C'est intéressant parce que ce dont on discute, Donald Trump le nie encore aujourd'hui. Mais le Washington Post dit que vendredi, lorsqu'ils se sont rencontrés à Camp David, Donald Trump a plus qu'haussé le ton. Il a engueulé littéralement Pete Hegseth, l'accusant, ça ne s'invente pas, d'avoir fait de la désinformation, de ne pas lui avoir dit, avoir dit la vérité. Voilà, de ne pas lui avoir dit la vérité sur l'état des réserves de missiles. Et pourtant, et je reviens là-dessus depuis le début du conflit iranien,
On est enlisé présentement. La question du nucléaire, mais la fameuse question du détroit d'Ormuz. Quand on a demandé l'avis des généraux au Pentagone sur on va attaquer l'Iran, il y avait une liste de mises en garde. Au sommet de la liste, il y avait ils vont vous répondre en bloquant le détroit d'Ormuz. On y est encore. Et dans les autres points se retrouvait, et là c'est le général Kane qui est à la tête des chefs d'État interarmés. Le général Kane avait fait une mise en garde très sévère. Nous allons manquer de missiles. Nous n'en avons pas assez ou si on les investit là, il va y avoir des pannes ailleurs pour d'autres conflits existants ou à venir. Et on est allé au-delà de ça. Donc, en fait, il y a bien des gens qui disent on espérait une victoire rapide puis une victoire nette, ce qui n'est pas le cas du tout. Et les mises en garde des généraux faites avant qu'on lance les premières frappes, elles reviennent nous hanter. Et c'est donc, il y a une forme d'amateurisme là-dedans, ou d'ambition démesurée et un peu naïve, mal éclairée, mais qui rattrape les Américains. On sent quand même qu'il y a un peu moins d'amour là, entre Hegseth et le président. Est-ce que tu penses que, bon, on verra ce qui se passe avec les élections de mi-mandat, mais est-ce que Hegseth pourrait devoir céder sa place éventuellement? Je serais très étonné parce qu'il y a peu de gens prêts à aller aussi loin pour accomplir ce que Donald Trump demande sans être regardant sur les moyens. Donc, on en a vu là, revenir avec des faits comme Jeanine Pirro, dont le sort n'est toujours pas connu, là, si elle va être maintenue dans ses fonctions. Mais Hegseth fait partie de ceux, comme Robert Kennedy Jr., qui, s'il faut marcher sur les eaux pour le président, ils vont tenter de le faire. Ils vont aller jusque-là. Je serais étonné qu'ils partent. Donc, la loyauté, manifestement, beaucoup plus importante que la compétence et même malgré là, quand même de nombreuses erreurs là, du côté du chef de la défense. Là, et des bourdes d'amateurs. Rappelle-toi cette fuite d'informations confidentielles sur la plateforme Signal. Ça commençait déjà mal. Les gens l'ont oublié, mais c'était au début, finalement, du règne de Pete Hegseth à la tête du Pentagone. Nous vivons des temps quand même un peu surprenants, Luc La Liberté. Merci de nous permettre de mieux les comprendre. On se retrouve demain, même place, même heure.